La capitale polonaise est en ruine, un monument fumant à l'une des batailles urbaines les plus dévastatrices de la Seconde Guerre mondiale. Pendant 63 jours, la ville a été secouée par des combats de rue désespérés, alors que les insurgés de l'armée de l'intérieur polonaise se battaient pour libérer leur capitale de l'occupation allemande. Maintenant, avec l'insurrection écrasée et ses combattants morts, emprisonnés ou dispersés, Varsovie est confrontée à une annihilation systématique. Les canons se sont tus, mais la destruction n'a fait que commencer. Ce qui reste de cette métropole autrefois vibrante entre maintenant dans son chapitre le plus sombre. La situation stratégique à travers l'Europe de l'Est continue d'évoluer rapidement alors que les forces soviétiques consolident leur position le long de la rivière Vistule, juste en face des banlieues est de Varsovie. L'armée rouge reste immobile, observant depuis la rive éloignée alors que les Allemands achèvent leur œuvre de destruction. Au sud, les forces soviétiques et polonaises ont libéré Lublin, l'établissant comme le siège du Comité polonais de libération nationale soutenu par les soviétiques. Au nord, les États baltes tombent un par un sous l'avance de l'armée rouge. Mais Varsovie, ancienne capitale de la Pologne et symbole de la souveraineté polonaise, reste fermement entre les mains allemandes. Adolf Hitler a décrété que la ville doit cesser d'exister. L'échec de l'insurrection de Varsovie entraîne des conséquences profondes, bien au-delà de la situation tactique immédiate. L'armée nationale polonaise, loyale au gouvernement polonais en exil à Londres, a été effectivement détruite en tant que force de combat. La population civile a payé un terrible prix en massacres, bombardements et exécutions systématiques effectuées par les unités de sécurité allemandes. Maintenant, la vengeance d'Hitler s'étend au-delà des vivants. Le Reichsführer Heinrich Himmler supervise personnellement l'exécution des ordres d'effacer Varsovie de l'existence. Des unités de démolition spéciales arrivent dans la ville dévastée avec une mission unique: détruire chaque bâtiment restant, éliminer chaque repère, réduire la capitale polonaise à une terre stérile et inhabitable. Ce n'est pas simplement une nécessité militaire ou un calcul stratégique, c'est une punition. C'est l'anéantissement pour son propre compte. C'est la réponse brutale du régime nazi à la résistance polonaise. Ce qui rend le sort de Varsovie particulièrement cruel, c'est son abandon complet dans ce moment de souffrance suprême. Les alliés occidentaux, concentrés sur leur avancée à travers la France et les Pays-Bas après l'invasion de la Normandie, ne peuvent offrir aucune assistance pratique. Les largages de fournitures pendant l'insurrection se sont révélés trop peu, trop tard. L'Union soviétique, qui a encouragé l'insurrection par des diffusions radio alors que ses forces approchaient Varsovie, n'offre maintenant aucune explication pour son arrêt à la Vistule. Que la pose de Staline résulte de la nécessité militaire, de l'épuisement logistique ou d'une stratégie politique calculée pour permettre aux Allemands d'éliminer une opposition potentielle au contrôle soviétique, le résultat reste le même. Varsovie brûle seule. La population civile restante est confrontée à une expulsion forcée de sa ville. Les autorités allemandes ont ordonné l'évacuation complète des habitants survivants de Varsovie. Ceux qui peuvent marcher sont rassemblés en colonnes et marchent vers l'ouest en direction des camps de transit. Les anciens, les blessés, les malades sont chargés dans des trains de marchandises à destination de camps dont les noms deviendront synonymes d'horreur. Les familles sont déchirées au point de collecte alors que les fonctionnaires allemands séparent ceux jugés capables de travailler de ceux considérés comme des bouches inutiles. Les enfants s'accrochent à des parents qui ne reviendront jamais. Les rues de Varsovie sont témoins de scènes de souffrance humaine qui défient toute description adéquate. La destruction physique de la ville atteint des niveaux sans précédent. Même selon les normes brutales de la guerre urbaine de la Seconde Guerre mondiale, la démolition de Varsovie se distingue comme exceptionnelle. La vieille ville, avec son architecture médiévale et ses palais baroques, est complètement en ruine. Le château royal, symbole de la monarchie polonaise et de la nation, a été délibérément fait exploser et brûler. Des quartiers entiers ont été méthodiquement brûlés, bâtiment par bâtiment, bloc par bloc. Le patrimoine culturel de Varsovie, sa mémoire physique, est en train d'être systématiquement effacé. Un officier allemand impliqué dans les opérations de démolition écrit plus tard « Nous avons reçu l'ordre de veiller à ce que rien ne reste. Chaque bâtiment, chaque monument, chaque trace de la culture polonaise doit être éliminée. Varsovie doit devenir un nom sur une carte sans rien en dessous. Varsovie, avant la guerre,
se dresse comme l'une des grandes capitales de l'Europe centrale, abritant 1 300 000 habitants répartis sur les deux rives de la rivière Vistule. La métropole pulse d'une vitalité culturelle, ses théâtres et salles de concert attirant des spectateurs de toute la Pologne et au-delà. Les étroites ruelles médiévales de la vieille ville serpentent autour de palais baroques et d'églises gothiques, tandis que les districts modernes mettent en valeur les ambitions architecturales de la Pologne d'entre les deux guerres. Universités, bibliothèques et musées font de Varsovie un centre de la vie intellectuelle polonaise. Les résidents juifs, dont le nombre s'élève à environ 380 000, constituent près de 30% de la population de la ville et contribuent de manière inestimable à son caractère commercial, culturel et spirituel. C'est la Varsovie qui existait jusqu'en septembre 1939. L'invasion allemande de la Pologne entraîne une catastrophe immédiate pour la capitale polonaise. Les forces de la Wehrmacht atteignent les périphéries de Varsovie dans la première semaine de septembre 1939 et le siège commence. Pendant 3 semaines, la ville subit un bombardement aérien incessant et des tirs d'artillerie. La Luftwaffe largue des bombes incendiaires qui allument des incendies massifs dans des districts entiers. L'artillerie allemande pilonne les positions défensives et les quartiers civils avec la même intensité. Les défenseurs polonais, y compris des unités de volontaires civils organisées à la hâte, se battent désespérément pour maintenir leur capitale, mais ils font face à une supériorité allemande écrasante en nombre, équipement et puissance de feu. Le 27 septembre 1939, après l'échec de l'approvisionnement en eau de la ville et l'épuisement critique des munitions, Varsovie se rend. Le siège a tué environ 25 000 civils et a laissé une grande partie de la ville endommagée. Ce n'est que le début. L'occupation allemande transforme Varsovie en une ville d'oppression et de terreur. Le régime nazi considère la Pologne non comme une nation conquise à administrer, mais comme un territoire à coloniser et sa population à asservir ou éliminer. Varsovie devient la capitale du gouvernement général, la zone administrée par les Allemands de la Pologne occupée, sous le gouverneur général Hans Frank. Les occupants commencent immédiatement à mettre en œuvre des politiques visant à détruire la culture et l'identité polonaise. Ils ferment les universités et les lycées. Ils confisquent les bibliothèques et interdisent les publications en langue polonaise. Ils pillent les musées et les galeries d'art, expédiant les trésors en retour vers l'Allemagne. Le message est clair. La Pologne en tant que nation et culture doit cesser d'exister. Pour Manson. La population juive de Varsovie, le cauchemar s'intensifie de manière exponentielle. En octobre 1939, les autorités allemandes commencent à délimiter un district au centre de la ville pour la résidence juive. D'ici novembre 1940, le ghetto de Varsovie est scellé, emprisonnant environ 400 000 juifs derrière des murs surmontés de barbelés et de verres brisés. Les conditions du ghetto défient la compréhension humaine. Les familles se entassent dans des appartements prévus pour des occupants seuls. Les rations alimentaires fournissent à peine 1000 calories par jour, assurant une lente famine. Les maladies se propagent sans contrôle à travers les conditions surpeuplées et insalubres. Le typhus devient endémique. Dans les rues, des cadavres gisent recouverts de journaux, trop nombreux pour que les équipes d'inhumation puissent les récupérer rapidement. Entre 1940 et 1942, environ 83 000 juifs de Varsovie meurent de faim et de maladies à l'intérieur des murs du ghetto. La population polonaise non juive de la ville subit également une brutalité systématique. Les autorités allemandes procèdent à des rafles régulières, saisissant des hommes, des femmes et des enfants polonais dans les rues, les cafés et les églises pour des déportations forcées vers l'Allemagne. La Gestapo et les SS gèrent des installations de torture à travers la ville, notamment à la prison de Pawiak et au siège de la Gestapo sur l'Aleja Żucza, où des milliers de Polonais endurent interrogatoires, tortures et exécutions. Les exécutions publiques deviennent routinières, les corps restant pendus sur les places comme avertissement contre la résistance. Chaque aspect de la vie quotidienne opère sous l'ombre de la violence arbitraire et de la mort. Malgré la terreur, la résistance émerge presque immédiatement. L'armée de l'intérieur polonaise, fidèle au gouvernement polonais en exil à Londres, établit une vaste structure souterraine dans tout Varsovie. Des écoles secrètes fonctionnent dans des appartements, préservant l'éducation polonaise.
Des presses souterraines impriment des journaux et des livres, des réseaux de renseignement rassemblent des informations sur les dispositions militaires allemandes pour les transmettre à Londres. Des unités de sabotage attaquent les installations et les communications allemandes. Cette Pologne clandestine au sein de la Pologne occupée maintient l'identité nationale polonaise et se prépare à une libération éventuelle. L'été de 1944 réalise ses plans prématurément. À la fin de juillet, les forces soviétiques percent les défenses allemandes lors de l'opération Bagration et avancent rapidement vers Varsovie. L'armée rouge atteint les banlieues est de la rivière Vistule, juste en face de Varsovie, proprement dite. Les radios soviétiques encouragent la population de Varsovie à se soulever contre les Allemands. Les commandants de l'armée de la maison, croyant que la libération est imminente et craignant une occupation soviétique s'ils n'agissent pas, ordonne que le soulèvement commence le 1er août 1944 à 5 heures de l'après-midi. Environ 40 000 combattants de l'armée de la maison, armés principalement de petites armes et d'armes artisanales, attaquent les positions allemandes à travers la ville. Ils s'attendent à ce que la bataille dure peut-être quelques jours avant que les forces soviétiques ne traversent la Vistule et ne complètent la libération de Varsovie. La réalité se révèle catastrophiquement différente. Les forces allemandes à Varsovie, bien que surprises par l'ampleur et la coordination de l'insurrection, comptent environ 16 000 soldats avec des chars, de l'artillerie et une abondante réserve de munitions. Plus crucialement, le haut commandement allemand reconnaît immédiatement l'importance stratégique et politique de l'insurrection et envoie des renforts dans la ville. Des unités de la SS et de la police, y compris des formations collaborationnistes brutales composées d'anciens prisonniers russes et de criminels condamnés, arrivent pour mener des opérations de pacification systématiques. Les Allemands emploient des tactiques d'une brutalité extrême, exécutant des civils en masse pour terroriser la population et briser le moral de la résistance. Dans le quartier de Wola, les unités allemandes massacrent entre 40 000 et 50 000 civils en seulement 2 jours. À Ochota, 5 000 autres meurent dans des circonstances similaires. Tout au long du mois d'août et de septembre, Varsovie devient un champ de bataille d'une intensité urbaine sans précédent. Les insurgés et les Allemands se battent pour des bâtiments individuels, faisant exploser des murs pour se déplacer entre les maisons sans s'exposer aux tirs de snipers. Les égouts deviennent des autoroutes souterraines pour les forces de résistance qui naviguent dans l'obscurité fétide pour transporter des combattants et des fournitures entre les quartiers. Les forces allemandes réagissent en lâchant des grenades dans les regards d'égouts et en pompant du gaz toxique dans le système d'égouts. En surface, la Luftwaffe bombarde les positions polonaises quotidiennement. L'artillerie allemande, y compris des canons de siège lourds, pilonne la ville de manière méthodique. Des quartiers entiers brûlent pendant des jours. La population civile, piégée dans les sous-sols et les caves, endure des conditions cauchemardesques alors que la bataille fait rage au-dessus d'eux et autour d'eux. Les forces soviétiques restent immobiles sur la rive est de la Vistule pendant toute cette période, ne faisant aucune tentative pour aider le soulèvement au-delà de quelques largages aériens symboliques qui arrivent trop tard et en quantités insuffisantes. Les motivations de Staline demeurent complexes et débattues, mais le résultat est indéniable. L'armée de l'intérieur se bat seule. À la fin de septembre, avec les munitions épuisées, les pertes s'accumulant de manière catastrophique et aucun espoir de secours, l'effondrement du soulèvement devient inévitable. Le 2 octobre 1944, le commandant de l'armée de l'intérieur, le général Tadeusz Bohr-Komorowski, signe l'accord de capitulation avec les forces allemandes. Après 63 jours de combat, la quête de liberté de Varsovie se termine par une défaite totale. Un combattant de l'armée de l'intérieur se souvient plus tard « Nous croyions que la libération était à quelques jours. Nous croyions que les soviétiques traverseraient la rivière pour nous aider. Nous croyions que nous nous battions pour la liberté de notre ville. Au lieu de cela, nous avons condamné Varsovie à l'anéantissement. » Un officier SS allemand écrit dans une lettre à la maison. Les Polonais combattent avec une incroyable férocité pour leur ville. Ils utilisent les égouts comme des tunnels. Ils percutent les murs. Ils se battent jusqu'à la dernière balle. Mais ils ne peuvent pas gagner. Le Führer a ordonné la destruction complète de Varsovie et nous exécuterons cet ordre. L'accord de capitulation signé le 2 octobre 1944 n'apporte aucun soulagement à Varsovie. Au contraire,
il marque le début d'une campagne méthodique de destruction sans précédent dans aucune autre ville européenne pendant la guerre. Ce qui reste debout après 2 mois de bataille doit maintenant être démoli systématiquement, rue par rue, bâtiment par bâtiment. Les autorités allemandes dépêchent des unités de démolition spécialisées à Varsovie avec une mission unique, s'assurer que rien ne survit. Le Vernichtungskommando allemand, ou commando de destruction, arrive à Varsovie dans les jours suivant la capitulation. Ces unités se composent d'ingénieurs, d'experts en démolition et de bataillons de travailleurs équipés d'explosifs, de lance-flammes et de matériaux incendiaires. Ils apportent avec eux des plans détaillés pour la destruction de Varsovie, préparés avec la minutie caractéristique allemande. La ville est divisée en secteurs. Chaque secteur est subdivisé en blocs. Chaque bloc sera systématiquement nettoyé, démoli et brûlé. L'opération commence à la mi-octobre et se poursuit jusqu'en janvier 1945, même si les forces soviétiques se préparent à leur prochaine grande offensive, juste de l'autre côté de la rivière Vistule. La vieille ville reçoit une attention prioritaire de la part des équipes de démolition. Ce cœur médiéval de Varsovie, déjà gravement endommagé lors de l'insurrection, fait maintenant face à une oblitération complète. Des ingénieurs allemands placent des charges explosives dans les fondations de bâtiments qui ont été debout pendant des siècles. Le château royal, partiellement détruit lors du siège de septembre 1939 et encore endommagé durant l'insurrection, subit maintenant une démolition délibérée. Des sapeurs câblent les murs restants avec des explosifs et s'effondrent ce qui reste de ce symbole de la souveraineté polonaise. La cathédrale Saint-Jean adjacente, l'église la plus ancienne de Varsovie, datant du XIVe siècle, subit le même sort. Les charges explosives font s'effondrer ses arcs gothiques et abattent ses tours. La place du marché médiéval, entourée de maisons de marchands colorées reconstruites après des guerres antérieures, brûle alors que les troupes allemandes mettent systématiquement le feu à chaque bâtiment. La destruction va au-delà de la simple nécessité militaire et entre dans le domaine du génocide culturel. Le musée national, abritant la plus grande collection d'art de Pologne, a déjà été largement pillé durant les années d'occupation. Maintenant, le bâtiment lui-même fait face à la démolition. Le palais saxon, un chef-d'œuvre baroque qui servait de quartier général à l'état-major avant la guerre, est méthodiquement détruit. Le palais Krasinski, le palais bleu, le palais Uruski, le palais Tiskiewicz, tous tombent aux équipes de démolition allemandes. Ce ne sont pas des cibles militaires, ce sont des attaques délibérées contre l'identité culturelle polonaise, des tentatives d'effacer les preuves physiques de la civilisation polonaise. Les bâtiments religieux à travers Varsovie subissent une destruction ciblée. Les églises de toutes les dénominations deviennent des cibles. L'église de la Sainte-Croix, où le chœur de Chopin repose dans une urne intégrée dans un pilier, brûle alors que les troupes allemandes entassent des bancs et des éléments en bois dans des feux de joie. L'église de la Visitation de la Sainte Vierge Marie, l'église Saint-Alexandre, l'église du Sauveur, toutes font face à une destruction systématique. Les synagogues, déjà détruites lors de la liquidation du ghetto de Varsovie en 1943, sont désormais réduites à leur fondation. Les Allemands semblent déterminés à éliminer chaque lieu de culte, chaque refuge spirituel, chaque mémoire de l'héritage catholique et juif de la Pologne. Les districts résidentiels subissent une destruction tout aussi approfondie, bien qu'ils ne représentent aucune menace militaire. Dans Śródmieści, le quartier central où la plupart des combats les plus féroces de l'insurrection ont eu lieu, des équipes de démolition travaillent, bâtiment par bâtiment. Les ingénieurs entrent dans chaque structure, placent des charges sur les murs et piliers de soutien, se retirent à une distance sûre, puis détonnent. Le bâtiment s'effondre en gravats. Les équipes passent ensuite systématiquement au bâtiment suivant et au suivant et au suivant. Des rues entières disparaissent dans des séquences d'explosions et des nuages de poussière de briques. Ce que les explosifs ne peuvent pas faire tomber rapidement, les équipes de lance-flammes incinèrent. Le quartier de Mokotów, une zone principalement résidentielle composée d'immeubles d'appartements et de petites maisons, subit un traitement similaire malgré des dommages relativement moindres pendant l'insurrection. Les autorités allemandes semblent vouloir laisser aucune structure habitable, aucun abri disponible pour un éventuel retour de la population. Bloc après bloc disparaît en gravats. Les rues deviennent des canyons impraticables,
entre des montagnes de briques brisées, de métal tordu et de bois éclaté. L'odeur de bois brûlé et de poussière de plâtre plane perpétuellement sur la ville. Les Allemands emploient du travail forcé pour une grande partie de ces travaux de destruction. Des prisonniers polonais, y compris des combattants de l'armée de l'intérieur capturés, qui auraient tous dû recevoir le statut de prisonniers de guerre selon l'accord de capitulation, sont contraints de participer à la destruction de leur propre ville. Des prisonniers juifs, survivants des camps qui ont d'une manière ou d'une autre évité la mort jusqu'à présent, sont amenés à Varsovie pour travailler dans des équipes de démolition. Ils portent des explosifs, empilent des matériaux inflammables et dégagent des décombres sous la surveillance de soldats allemands et de la police auxiliaire ukrainienne. Beaucoup de ces travailleurs forcés sont épuisés au travail, abattus pour avoir trop lentement bougé ou tués lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. L'échelle des matériaux explosifs utilisés dans cette opération témoigne de sa nature systématique. Les unités de démolition allemandes emploient des milliers de tonnes de dynamite, de TNT et d'autres explosifs spécifiquement pour détruire Varsovie. Ce n'est pas une destruction hâtive en retraite, c'est une opération planifiée, budgétée, approvisionnée et exécutée en tant qu'opération formelle avec des ressources et des délais alloués. À la fin de 1944, alors que la Wehrmacht fait face à des pénuries critiques de munitions et de carburant sur tous les fronts, le haut commandement allemand alloue néanmoins des quantités substantielles d'explosifs dans le seul but de démolir une ville déjà vaincue. Une attention particulière est portée à l'infrastructure ayant une valeur militaire ou économique potentielle. Le pont Poniatowski, l'un des plusieurs ouvrages traversant la Vistule, est dynamité pour empêcher les forces soviétiques de l'utiliser lorsque celles-ci attaquent finalement. Les gares, déjà endommagées lors de l'insurrection, sont complètement démolies. Les stations de pompage d'eau sont détruites. La centrale électrique est systématiquement saccagée. Les usines de gaz sont dynamitées. Même le système d'égout, qui a servi de voie cruciale pour les combattants de l'armée de l'intérieur pendant l'insurrection, devient une cible. Des ingénieurs allemands entrent dans les tunnels souterrains et placent des charges pour faire s'effondrer des sections majeures. Les installations industrielles de toute Varsovie subissent une destruction particulièrement approfondie. Les usines, les ateliers et les entrepôts sont dépouillés de toute machine utilisable, qui est envoyée en Allemagne puis démolie. Les ateliers mécaniques Ursus, l'une des principales entreprises industrielles de Pologne, sont démontés et détruits. Les usines textiles, les imprimeries et les usines de transformation alimentaire font tous face au même sort. Les bibliothèques et les archives deviennent des cibles particulières de cette campagne de destruction culturelle. La bibliothèque Zauski, l'une des plus anciennes bibliothèques publiques d'Europe, avait déjà beaucoup souffert pendant l'occupation. Maintenant, le bâtiment lui-même est menacé de démolition. Les archives centrales des documents historiques, contenant des documents datant du XIVe siècle, brûlent. Les bibliothèques universitaires, les collections privées, les archives des monastères, tout est systématiquement détruit. Des manuscrits, irremplaçables documentant des siècles d'histoire polonaise, partent en flammes. Des codex médiévaux se transforment en cendres. Ce n'est pas simplement la destruction de bâtiments, c'est un assassinat de la mémoire elle-même. Les quelques habitants restants de Varsovie, ceux qui ont échappé d'une manière ou d'une autre à l'évacuation forcée ou qui se sont cachés avec succès pendant les rafles, sont témoins de cette destruction depuis des caves et des cachettes. Ils regardent leur ville mourir bâtiment par bâtiment, explosion par explosion. Certains tiennent des journaux de fortune, enregistrant le progrès de la destruction avec une précision désespérée. Ils notent quelle rue a disparu aujourd'hui, quel monument est tombé hier. Ils documentent l'effacement méthodique de tout ce qui leur était familier, tout ce qui faisait de Varsovie leur chez-soi. Les troupes allemandes effectuant ces opérations affichent des attitudes variées envers leur travail. Certaines semblent se réjouir de la destruction, posant pour des photographies devant des bâtiments en flammes ou des palais récemment effondrés. D'autres exécutent leurs ordres avec une efficacité bureaucratique, traitant la démolition d'églises et de palais vieux de plusieurs siècles comme une simple tâche militaire à accomplir. À la fin de 1944, des districts entiers de Varsovie ont cessé d'exister en tant que zones urbaines reconnaissables.
La vieille ville est peut-être composée de 15% de structures debout et 85% de décombres. Chrodmieści est encore pire, avec certaines zones réduites à une désolation totale. Mokotów et Ochota subissent une destruction extensive. Même les zones qui ont peu vu de combat durant l'insurrection sont soumises à une démolition systématique. Les seules zones partiellement épargnées sont celles ayant une utilisation administrative ou militaire allemande significative, et celles-ci seront également détruites à mesure que les forces soviétiques approchent et que les unités allemandes se préparent à se retirer. Un ingénieur polonais, caché à Varsovie pendant cette période, écrit plus tard « Je les ai vus détruire en 3 mois ce qui avait fallu des siècles à bâtir. Ils ont travaillé avec une terrible efficacité, comme des hommes démolissant un bâtiment condamné, sauf que la seule condamnation était la haine d'Hitler. Chaque explosion prenait une partie de notre histoire, une partie de notre identité. Ils ne se contentaient pas de détruire des bâtiments. Ils essayaient de détruire l'idée même de Varsovie. » Un spécialiste en démolition allemand consigne dans son journal « Le travail se poursuit jour après jour. Nous démolissons des palais et des églises, des immeubles d'appartements et des magasins. Les Polonais ont construit une belle ville ici. Maintenant, nous sommes ordonnés à veiller à ce que rien de beau ne reste. Je me demande ce que les historiens diront de ce travail. La destruction des structures physiques de Varsovie se déroule parallèlement à l'expulsion de sa population humaine restante. Les autorités allemandes ont ordonné l'évacuation complète de tous les civils de la ville suite à la répression de l'insurrection. Ce qui commence comme une déportation forcée au début d'octobre 1944 se poursuit à travers les mois d'hiver, alors que les unités allemandes balayent district après district, fouillant les caves, les greniers et les ruines à la recherche de quiconque reste. En décembre, Varsovie se transforme en ville fantôme, un vaste champ de décombres habité uniquement par des équipes de démolition, des unités de garde et ces quelques Polonais désespérés ou assez déterminés pour éviter la capture et rester cachés dans leur ville mourante. Le processus d'évacuation commence immédiatement après l'entrée en vigueur de l'accord de capitulation. Les autorités allemandes établissent des points de collecte dans toute Varsovie où les civils doivent se présenter pour s'enregistrer et être déportés. Les malades, les personnes âgées, les blessés ayant survécu à l'insurrection font désormais face à des marches forcées ou à des trains de marchandises bondés vers des destinations inconnues. Les familles arrivent au point de collecte, emportant tout ce qu'elles peuvent gérer, des paquets de vêtements, des photographies, de petits objets de valeur sentimentale sauvés de maisons en ruine. Les fonctionnaires allemands séparent ces foules avec une efficacité brutale. Ceux jugés aptes au travail dans les usines allemandes sont dirigés vers un ensemble de trains. Les personnes âgées, les infirmes, les mères avec de jeunes enfants sont dirigées ailleurs, souvent vers des camps dans le gouvernement général ou sur le territoire du Reich, où les conditions assurent que peu survivront à l'hiver. Les scènes dans ces points de collecte révèlent les profondeurs de la souffrance humaine et de la tragédie familiale. Les parents essaient désespérément de garder leurs enfants avec eux, tandis que les fonctionnaires allemands effectuent des choix. Les grands-parents âgés, incapables de marcher sur de longues distances, sont chargés sur des chariots ou simplement laissés assis à côté des voies ferrées. Les jeunes femmes font face à un danger particulier alors que les troupes allemandes et auxiliaires profitent du chaos de l'évacuation pour commettre des agressions et des exploitations. Les foules avancent, essayant de rester ensemble, essayant de protéger leurs proches, mais le système allemand fragmente délibérément les familles pour empêcher l'organisation et la résistance. Une mère et un enfant peuvent être envoyés dans un camp, le père dans un autre, les frères et sœurs éparpillés dans plusieurs destinations. Ceux sélectionnés pour la déportation de travail vers l'Allemagne font face à de longs trajets en Ensamtessien, trains de marchandises dans des wagons à bestiaux remplis de dizaines de personnes. Ces transports manquent de nourriture, d'eau ou d'assainissement adéquat. Les gens se tiennent entassés pendant des jours alors que les trains avancent lentement vers l'ouest en direction du Reich. Certains meurent pendant le voyage de maladie, d'épuisement ou de blessures non traitées subies lors de l'insurrection. Leurs corps restent dans les wagons surchargés jusqu'à ce que le train atteigne sa destination. Les survivants émergent faibles, désorientés et traumatisés seulement pour être entassés dans des camps de travail où ils travailleront dans des usines et des fermes allemandes, sous surveillance, maintenus sur des rations de famine
esclaves jetables pour l'économie de guerre nazie. D'autres font face à des destins plus sombres. Des transports de Varsovie s'acheminent vers des camps de concentration dans tout le système allemand. Les combattants de l'armée de l'intérieur capturés, malgré l'accord de capitulation promettant un traitement de prisonniers de guerre, sont souvent envoyés dans des camps plutôt que dans des installations de prisonniers de guerre. Mauthausen, Ravensbrück, Auschwitz, Stutthof, tous reçoivent des prisonniers de Varsovie durant ces mois. Beaucoup portent des papiers d'identité, marqués de tampons ou de codes, qui assurent un traitement particulièrement sévère ou une exécution immédiate à leur arrivée. Les camps deviennent la destination finale pour des milliers de défenseurs et de civils de Varsovie, des lieux où ils disparaissent dans le système d'extermination nazi sans aucun enregistrement ni trace ultérieure. Malgré l'évacuation systématique, certains habitants de Varsovie refusent de partir ou réussissent à échapper à la capture. Ces individus se cachent dans des caves, sous des bâtiments en ruine, dans des égouts que les équipes de démolition allemandes n'ont pas encore effondrés, dans les restes squelettiques de structures non encore démolies. Ils vivent comme des rats parmi les ruines, émergeant la nuit pour fouiller la nourriture et l'eau. Certains survivent en s'introduisant dans des entrepôts ou des magasins abandonnés pendant l'évacuation, trouvant des conserves ou d'autres aliments préservés. D'autres subsistent avec ce qui peut être trouvé, des pommes de terre congelées déterrées de caves ensevelies, des grains éparpillés provenant d'entrepôts détruits, voire occasionnellement de la farine ou des gruaux découverts dans les ruines de boulangeries et de magasins. Ces survivants cachés font face à un danger constant de la part des patrouilles allemandes chargées d'éliminer toute population restante. Les unités de la Wehrmacht et des SS effectuent régulièrement des opérations dans les quartiers en ruine à la recherche de ceux qui résistent. La découverte signifie une arrestation immédiate au minimum, souvent une exécution sommaire. Les patrouilles tirent à vue sur quiconque trouvé caché dans les ruines, les considérant comme des combattants potentiels ou des saboteurs. Les corps de ces victimes gisent là où ils tombent, s'ajoutant aux milliers de cadavres toujours enfouis sous les décombres de Varsovie depuis le soulèvement lui-même. L'hiver de 1944 à 1945 s'avère particulièrement brutal pour ceux qui se cachent à Varsovie. Décembre apporte des températures bien en dessous de zéro. La neige couvre les ruines, rendant les mouvements plus difficiles et les traces plus visibles. Les canalisations d'eau gelée signifient qu'il n'y a pas d'eau courante nulle part dans la ville. Les survivants cachés doivent faire fondre de la neige pour de l'eau potable ou risquer l'exposition en s'aventurant vers la rivière Vistule. L'abri devient crucial pour la survie, mais les endroits de cachette les plus sûrs, les sous-sols profonds et les espaces souterrains sont également les plus froids. Les gens se blottissent dans l'obscurité en portant chaque vêtement qu'ils possèdent, brûlant tout le bois qu'ils peuvent trouver pour un bref réchauffement, sachant que la fumée des feux pourrait révéler leur emplacement aux patrouilles allemandes. Le fardeau psychologique de vivre dans cette ville morte pèse lourdement sur les survivants cachés. Varsovie était une métropole de plus d'1 million de personnes, juste 5 ans plus tôt. Maintenant, c'est un silence rompu seulement par des explosions occasionnelles provenant des travaux de démolition, le crépitement des bâtiments en feu, les ordres aboyés des troupes allemandes. Les survivants éprouvent une profonde isolation, coupés de la famille, des amis, de la communauté, de tout contact humain normal. Beaucoup se cachent seuls après avoir été séparés de leurs proches lors de l'évacuation. Ils vivent dans l'incertitude de savoir si les membres de leur famille ont survécu, où ils ont été emmenés, s'ils se retrouveront un jour. Cette isolation, combinée à une peur constante de la découverte et à la lutte quotidienne pour la survie physique, en brise certains complètement. D'autres maintiennent l'espoir par une simple obstination ou la détermination de voir ce qui arrive à leur ville. Certains tiennent des journaux secrets, documentant la destruction jour après jour. Ils enregistrent quels bâtiments s'effondrent, quelles rues sont démolies, cartographiant l'effacement progressif de Varsovie. Ces diaristes semblent poussés par un besoin de se souvenir, de préserver le témoignage de ce qui est fait à leur ville, même s'ils ne survivent pas pour raconter l'histoire. Leurs entrées, écrites sur des morceaux de papier à la lumière des bougies, dans des caves glaciales, constituent certains des documents les plus puissants sur la destruction de Varsovie. Les quelques survivants juifs cachés à Varsovie font face à des circonstances particulièrement désespérées.
Ces individus ont survécu à l'insurrection du ghetto de Varsovie d'avril 1943, à la liquidation subséquente du ghetto et à l'insurrection générale d'août à octobre 1944. Ils restent cachés du côté arien de la ville avec de faux papiers ou dans des bunkers souterrains, conscients en permanence que la découverte signifie une mort certaine. Leur survie nécessite non seulement d'échapper aux patrouilles allemandes, mais aussi de dépendre de la discrétion de ceux qui connaissent leur cache. Certains Polonais continuent à fournir de l'aide malgré les risques. D'autres, confrontés à leurs propres circonstances désespérées, ne peuvent plus aider. Le vide de Varsovie frappe tous les observateurs comme profondément anormal. Des soldats allemands stationnés dans la ville font remarquer dans des lettres envoyées chez eux la qualité étrange des rues patrouillées où aucun civil ne marche, aucun magasin n'opère, aucune vie citadine normale ne fonctionne. Ils décrivent le fait de se tenir dans ce qui était autrefois des places animées et d'entendre le vent siffler à travers des bâtiments en ruine. Certains trouvent le silence oppressant, plus dérangeant que le bruit des combats. La ville est devenue un cadavre et ils sont affectés à garder et à mutiler davantage ce cadavre. Les forces soviétiques, à travers la Vistule, observent la destruction de Varsovie à travers des jumelles et des télescopes depuis leur position sur la rive est de la rivière. Les officiers d'artillerie soviétiques peuvent clairement voir la fumée s'élever des districts en flammes. Les avions de reconnaissance soviétiques photographient la démolition systématique. Pourtant, les forces soviétiques ne font aucun mouvement pour intervenir ou arrêter la destruction. Que les calculs de Staline ou la nécessité militaire dictent la passivité soviétique, le résultat reste inchangé. Varsovie meurt tandis que les troupes soviétiques regardent de l'autre côté de la rivière. À la fin décembre 1944, peut-être 90% de la population pré-guerre de Varsovie ont été tués pendant les années de guerre, assassinés lors de l'insurrection ou déportés lors de l'évacuation forcée. La ville elle-même est peut-être structurée à 35 ou 40% détruite, avec ce pourcentage augmentant chaque jour à mesure que les travaux de démolition se poursuivent. Des quartiers entiers n'existent que sous forme de champs de décombres. L'offensive d'hiver soviétique imminente, prévue pour débuter à la mi-janvier 1945, forcera bientôt le retrait allemand de Varsovie. Les commandants allemands comprennent que maintenir la ville ne sert aucun but militaire étant donné la situation stratégique. Lorsque l'armée rouge attaquera, les unités allemandes à Varsovie seront confrontées à l'encerclement et à la destruction, à moins qu'elles ne se retirent vers l'ouest. Pourtant, même alors que les autorités militaires allemandes planifient leur retrait, les équipes de démolition continuent leur travail. Les bâtiments tombent sous les explosifs jusqu'au dernier jour de l'occupation allemande. L'impératif idéologique de détruire Varsovie persiste même lorsque la réalité militaire exige une évacuation. Le contraste entre la détermination allemande à détruire Varsovie et l'impossibilité de la situation militaire révèle beaucoup sur les priorités nazies dans les derniers mois de la guerre. Les ressources, la main-d'œuvre et les matériaux désespérément nécessaires aux opérations de défense sont plutôt alloués à la démolition d'une ville qui tombera bientôt aux forces soviétiques de toute façon. C'est un mépris se déguisant en politique, une vengeance consommant des ressources qui pourraient retarder la défaite ailleurs. Hitler et Himmler ordonnent la destruction de Varsovie, sachant que cela n'a aucune utilité militaire, sachant que cela gaspille des ressources nécessaires ailleurs, mais incapables de renoncer à leur fureur contre la résistance polonaise. Dans les ruines, les survivants cachés comptent les jours jusqu'à la libération ou à la mort, selon ce qui arrivera en premier. Ils entendent le bruit lointain de l'artillerie venant de l'Est, suggérant des préparatifs soviétiques pour des opérations offensives. Ils savent que les forces allemandes ne peuvent pas tenir Varsovie indéfiniment contre les énormes armées soviétiques qui se rassemblent de l'autre côté de la Vistule. La libération approche, mais survivront-ils jusqu'à ce qu'elle arrive? Restera-t-il quelque chose de Varsovie à libérer? Ces questions hantent les caves glacées où les derniers résidents de Varsovie attendent dans l'obscurité, écoutant le meurtre systématique de leur ville, explosion après explosion. Un survivant caché à Mokotów se souvient plus tard « Nous avons vécu comme des animaux dans les ruines de notre propre ville. Chaque jour, nous entendions des explosions tandis qu'ils détruisaient de plus en plus de bâtiments. Chaque nuit, nous prions pour que la patrouille ne nous trouve pas.
Nous avions survécu 5 ans d'occupation, 2 mois de soulèvement, et maintenant cette agonie finale. Nous ne savions pas si la libération viendrait à temps ou si nous mourrions dans les ruines de Varsovie. Un soldat allemand écrit à sa femme en décembre 1944 « Cette ville est morte, nous patrouillons dans des rues vides où rien ne vit. Les Polonais sont partis, envoyés dans des camps ou en Allemagne. Les bâtiments tombent un après l'autre sous nos équipes de démolition. Je me demande pourquoi nous nous donnons la peine alors que nous allons de toute façon abandonner cet endroit dans quelques semaines. Mais les ordres sont les ordres, et donc nous continuons à détruire ce qui est déjà détruit. » Le 12 janvier 1945, l'offensive d'hiver soviétique explose le long de tout le front oriental, de la mer Baltique aux montagnes des Carpates. L'offensive Vistule-Oder engage plus de 2 millions de soldats de l'armée rouge soutenus par des milliers de chars, de pièces d'artillerie et d'avions contre des positions défensives allemandes déjà affaiblies par des mois d'attrition. Les lignes allemandes se brisent en quelques jours. Les forces soviétiques se précipitent en avant, avançant des dizaines de kilomètres par jour à travers la neige et le sol gelé. Varsovie, se trouvant directement sur le chemin de cette massive offensive, fait face à sa transformation finale de ruine occupée par les Allemands à désolation libérée par les Soviétiques. Les forces allemandes à Varsovie reçoivent des ordres de retrait le 14e janvier, alors que les armées soviétiques percent les lignes de défense au sud et au nord de la ville. Les unités de la Wehrmacht commencent à évacuer la capitale, se retirant vers l'ouest en direction de positions défensives plus profondément situées en Pologne occupée. Les équipes de démolition reçoivent des ordres pour terminer leur travail et se retirer avec les unités combattantes. Au cours des dernières 48 heures d'occupation allemande, le rythme de la destruction s'accélère frénétiquement. Des bâtiments qui auraient pu survivre quelques semaines de plus tombent sous les charges explosives de dernière minute. Des incendies sont allumés dans des districts qui n'avaient pas encore totalement brûlé. Les ingénieurs allemands font sauter les ponts restants à travers la Vistule pour retarder la poursuite soviétique. Les Allemands, en retraite, laissent Varsovie en flammes derrière eux. Les forces soviétiques approchent de Varsovie par plusieurs directions. Le premier front biélorusse, sous le maréchal Georgi Zhukov, progresse vers la ville depuis l'est et le sud-est. La première armée polonaise, combattant sous le commandement soviétique et composée de soldats polonais fidèles au gouvernement provisoire soutenu par les communistes à Lublin, avance aux côtés des unités soviétiques. Ces troupes polonaises portent une signification particulière, car elles seront parmi les premières forces à entrer dans la capitale libérée. À des fins de propagande, les autorités soviétiques souhaitent que les unités polonaises soient bien visibles lors de la libération de Varsovie, démontrant que la Nouvelle-Pologne se bat aux côtés de l'Union soviétique. L'entrée réelle à Varsovie se déroule sur plusieurs jours à la mi-janvier, alors que les forces allemandes achèvent leur évacuation. Les unités de reconnaissance soviétiques s'avancent dans les quartiers orientaux de la ville le 16e janvier, ne rencontrant qu'une résistance sporadique de la part des arrière-gardes allemandes. Le 17 janvier, de plus grandes formations, soviétiques et polonaises, commencent à pénétrer dans la ville en force. Ce qu'ils découvrent choque même des vétérans endurcis par des années de combats brutaux sur le front de l'Est. Varsovie existe, mais à peine. L'ampleur de la destruction dépasse tout ce que ces soldats ont été témoins à Stalingrad, Minsk ou dans toute autre ville dévastée à travers laquelle ils ont combattu. Les troupes libératrices avancent à travers un paysage de ruines presque incompréhensible. Des blocs entiers de la ville ne consistent qu'en décombres, s'étendant dans toutes les directions. Les rues sont ensevelies sous des mètres de briques cassées, de métal tordu et de béton pulvérisé. Les bâtiments qui restent debout sont des coquilles calcinées, leurs façades criblées de balles et de traces d'obus, leurs intérieurs complètement détruits par le feu. Les soldats avancent prudemment à travers cette dévastation, conscients que des munitions non explosées, des pièges et des structures instables représentent des dangers constants. Le silence rend beaucoup d'entre eux nerveux. Ils ont pénétré dans une ville qui devrait contenir plus d'1 million de personnes, et ils ne croisent presque personne. Les quelques survivants encore cachés à Varsovie émergent lentement, prudemment, de leurs caves et de leurs bunkers. Ces silhouettes aux yeux creux et émaciés semblent presque fantomatiques aux soldats soviétiques et polonais. Beaucoup peinent à marcher après des mois de faim et de cachette.
ils titubent à travers les ruines vers les forces libératrices, criant en polonais, demandant si les Allemands sont vraiment partis, si Varsovie est enfin libre. Les soldats partagent des rations avec ces survivants, offrent une assistance médicale aux blessés et aux malades et commencent le processus de documentation de ce qui est arrivé à cette ville. Les autorités militaires soviétiques établissent rapidement leur contrôle sur les ruines. Des officiers politiques et du personnel de sécurité du NKVD arrivent aux côtés des unités de combat, commençant le processus d'imposition de l'autorité soviétique sur le territoire libéré. Ils recherchent des membres de l'armée de l'intérieur qui pourraient avoir survécu à l'insurrection et être restés cachés pendant la période de démolition allemande. Ceux identifiés comme des affiliés de l'armée de l'intérieur font face à une arrestation immédiate. Le régime soviétique considère l'armée de l'intérieur, loyale au gouvernement polonais en exil, basé à Londres, comme une menace pour le contrôle communiste de la Pologne d'après-guerre. De nombreux combattants de l'armée de l'intérieur qui ont survécu à la persécution allemande se retrouvent maintenant emprisonnés par leurs supposés libérateurs. Le gouvernement provisoire polonais soutenu par les soviétiques envoie des responsables à Varsovie pour commencer à établir un contrôle administratif. Ces responsables examinent la dévastation avec un mélange de choc et de calcul politique. La destruction de Varsovie, bien que tragique, élimine également le siège physique des institutions polonaises d'avant-guerre et la base de pouvoir de l'armée de l'intérieur. Même les communistes les plus engagés reconnaissent que la destruction de Varsovie représente une catastrophe sans précédent pour la culture et l'identité polonaise. Les ingénieurs militaires soviétiques estiment que 85% des bâtiments de Varsovie ont été complètement détruits ou endommagés au-delà de toute réparation. Dans les districts de la vieille ville et de Śródmieści, la destruction approche de 95%. Le château royal, autrefois symbole de la souveraineté polonaise, est en ruine à tel point que pour en identifier l'emplacement exact, il faut se référer à des cartes d'avant-guerre. Les églises qui se sont tenues pendant des siècles ne sont que des coques remplies de débris. Les palais qui abritaient les trésors culturels de la Pologne ne sont que des épaves brûlées. Les immeubles d'appartements où des familles ont vécu pendant des générations ont tout simplement disparu, effacés aussi complètement que s'ils n'avaient jamais existé. Les corps présentent une autre découverte macabre. Des milliers de cadavres sont enfouis dans les décombres de Varsovie, victimes de l'insurrection, des massacres, des évacuations forcées ou des mois de cachette et de privation. Beaucoup de corps restent là où ils sont tombés pendant les combats en août, septembre et octobre. D'autres sont morts pendant l'hiver, gelant à mort dans des abris inadéquats ou tués par des patrouilles allemandes. Le dégel du printemps révélera encore plus de morts alors que la neige fondue expose des corps enfouis sous l'accumulation hivernale. Les nouvelles autorités font face à la tâche massive de récupérer, d'identifier quand c'est possible et d'enterrer ces morts. Les fosses communes deviennent nécessaires étant donné les nombres et la difficulté de récupérer des restes dans des bâtiments effondrés. Les unités militaires soviétiques commencent à dégager les principales routes à travers les décombres pour permettre le passage des fournitures et des renforts. Les bataillons de génie de combat utilisent des explosifs pour faire tomber des structures instables qui menacent de s'effondrer sur les rues. Ils remplissent les cratères de bombes et les trous d'obus, poussent les décombres sur le côté avec des bulldozers et créent des routes praticables à travers la dévastation. Ce travail avance lentement, entravé par l'énorme volume de débris et le danger de munitions non explosées éparpillées dans les ruines. Les ponts de la rivière Vistule, tous détruits par les Allemands en retraite, nécessitent une attention immédiate. Des ingénieurs soviétiques commencent à construire des ponts flottants temporaires pour maintenir les lignes d'approvisionnement et les communications entre Varsovie et les zones arrières soviétiques sur la rive est de la rivière. Ces ponts flottants, vulnérables aux dérives de glace et aux inondations printanières, servent de solution temporaire jusqu'à ce que des structures permanentes puissent être reconstruites. L'arrivée de journalistes et d'observateurs internationaux marque le début du processus d'information du monde sur le sort de Varsovie. Les correspondants des nations alliées, voyageant avec les forces soviétiques, transmettent des rapports décrivant la dévastation. Leurs dépêches, publiées dans des journaux à travers les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays alliés, véhiculent la réalité choquante de l'État de Varsovie. Des phrases telles que «
la ville la plus détruite d'Europe et anéantissement systématique apparaissent à plusieurs reprises dans ces rapports. Les troupes polonaises libératrices éprouvent des réactions émotionnelles particulièrement profondes face à l'État de Varsovie. Beaucoup de ces soldats sont eux-mêmes natifs de Varsovie ou ont des liens familiaux avec la ville. Ils se sont enrôlés dans des unités polonaises se battant aux côtés de l'armée rouge, espérant libérer leur patrie. Maintenant, ils marchent à travers les ruines de leur capitale, cherchant désespérément des points de repère familiers qui n'existent plus. Ils recherchent les rues où ils ont grandi, les bâtiments où ils ont vécu, les églises où ils ont adoré. Presque rien ne reste. Certains soldats s'effondrent en pleurant, en reconnaissant, à travers la dévastation, l'emplacement de leur maison d'enfance ou des appartements de leur famille. D'autres gardent un silence stoïque, trop choqués ou traumatisés pour exprimer leur chagrin. Les autorités soviétiques commencent à planifier l'avenir de Varsovie alors que l'ampleur de la destruction devient claire. Joseph Staline, rencontrant des dirigeants communistes polonais à Moscou, approuve les plans de reconstruction de la capitale. La décision de reconstruire Varsovie plutôt que d'établir la capitale ailleurs reflète à la fois des considérations pratiques et symboliques. L'emplacement central de Varsovie en Pologne a un sens géographique. Plus important encore, reconstruire Varsovie à partir des ruines démontre l'engagement du nouveau régime envers la récupération polonaise et fournit un puissant récit de propagande. Pourtant, la réalité immédiate offre peu d'espoir pour une reprise rapide. Varsovie, en janvier 1945, manque d'infrastructures fonctionnelles de quelque nature que ce soit. Aucun système d'eau ne fonctionne. Aucun courant électrique ne circule. Aucun service de gaz ne fonctionne. Le système d'égout est partiellement effondré. Aucun hôpital n'est opérationnel. Aucune école n'est intacte. La distribution alimentaire nécessite d'importer tout de l'extérieur, car la ville ne possède ni marché, ni entrepôt, ni chaîne d'approvisionnement. Aucun logement n'existe pour même une petite population. La ville doit être reconstruite essentiellement à partir de rien, et ce travail doit se faire pendant que la Pologne reste une zone de guerre avec des combats se poursuivant vers l'ouest en direction de l'Allemagne. La découverte de dossiers allemands documentant la destruction fournit des preuves cruciales de la nature systématique de la démolition de Varsovie. Les troupes soviétiques saisissent les fichiers de l'armée allemande et des SS détaillant la planification et l'exécution de l'opération de démolition. Ces documents révèlent l'allocation délibérée de ressources, la planification minutieuse des travaux de démolition et les ordres explicites de la plus haute autorité de détruire complètement la ville. Les dossiers serviront plus tard de preuve lors des procès pour crimes de guerre documentant les atrocités allemandes contre les civils polonais et le patrimoine culturel. À la fin de janvier 1945, le choc immédiat de la libération commence à céder la place au défi écrasant de la survie et de la réhabilitation. La poignée de survivants doit affronter la réalité de ce qui a été perdu. Leur ville est partie. Leurs maisons sont parties. Leurs familles sont dispersées, emprisonnées ou mortes. Tout ce qui était familier a été effacé. Pourtant, ils ont survécu. Et dans leur survie se trouve la graine de la résurrection éventuelle de Varsovie. Le chemin à venir semble incroyablement difficile, mais l'alternative, laisser Varsovie rester une ruine morte, est impensable. La ville doit revivre, même si tout doit être reconstruit à partir des décombres et des souvenirs. Un soldat polonais entrant à Varsovie écrit « Je suis revenu dans la ville de ma naissance et je n'ai rien trouvé. La rue où j'ai grandi est ensevelie sous les décombres. L'immeuble de ma famille n'existe plus. L'église où j'ai été baptisé est une coquille brûlée. Ce n'est pas une libération. C'est une arrivée dans un cimetière. » Un correspondant de guerre soviétique rapporte « Varsovie est morte. Aucune autre description ne rend compte de la réalité. Les Allemands ont tué cette ville aussi complètement qu'ils ont tué des millions de personnes. Pourtant, parmi les ruines, nous trouvons des survivants qui refusent d'accepter la mort. Ils ont enduré l'impossible et maintenant, ils vont reconstruire à partir de rien. Le coût humain de la destruction de Varsovie dépasse de loin de simples statistiques de pertes, bien que ces chiffres eux-mêmes défient la compréhension. Pendant les 5 ans et 4 mois d'occupation allemande, de septembre 1939 à janvier 1945, Varsovie subit des pertes sans précédent par leur ampleur et leur nature systématique. La population d'avant-guerre, d'environ 1 300 000,
a été réduite à peut-être 1000 survivants cachés dans les ruines au moment de la libération. Cela représente une perte de population de 99,9%, un chiffre presque inconcevable dans sa complétude. L'insurrection de Varsovie seule produit des pertes catastrophiques. Environ 15 000 combattants de l'armée de l'intérieur sont tués au combat durant les 63 jours de lutte. Un autre 15 000 blessés survivent pour faire face à l'emprisonnement ou à la déportation. 25 000 insurgés sont envoyés dans des camps de concentration où les taux de mortalité assurent que peu survivront aux derniers mois de la guerre. Environ 15 000 combattants de l'armée de l'intérieur reçoivent le statut de prisonniers de guerre et l'internement dans des camps de POW. L'armée de l'intérieur, en tant que force de combat organisée, cesse d'exister, sa force étant brisée lors de l'insurrection ratée. Les pertes civiles pendant et après le soulèvement atteignent des niveaux vraiment catastrophiques. Entre 150 000 et 200 000 civils de Varsovie meurent pendant le soulèvement lui-même. Les premiers massacres à Wola et à Ochota comptent peut-être 65 000 morts, victimes d'exécutions systématiques menées par des unités de sécurité allemandes et des forces collaborationnistes. Les bombardements d'artillerie, les bombardements aériens et les incendies tuent des dizaines de milliers d'autres. La famine et les maladies causent d'autres victimes alors que les réserves alimentaires s'épuisent et que les soins médicaux deviennent impossibles. L'évacuation forcée à la suite de la répression de l'insurrection déplace environ 500 000 survivants de Varsovie. Peut-être 150 000 sont classés comme aptes au travail et envoyés dans des camps de travail en Allemagne où ils seront contraints au travail jusqu'à épuisement, famine ou libération par les Alliés. Une autre centaine de milliers sont envoyés dans des camps de transit dans le gouvernement général où beaucoup meurent de maladies, d'exposition et de malnutrition durant l'hiver rigoureux. Des dizaines de milliers sont envoyés directement dans des camps de concentration, principalement Ravensbrück, Mauthausen et Auschwitz-Birkenau, où la majorité périssent dans des chambres à gaz ou en raison des conditions brutales des camps. Le traumatisme psychologique infligé aux survivants s'avère aussi dévastateur que les blessures physiques. Ceux qui ont enduré le soulèvement, les massacres, l'évacuation et les camps portent des cicatrices mentales et émotionnelles qui ne guériront jamais complètement. Beaucoup sont témoins du meurtre de membres de la famille, d'amis et de voisins. Les enfants voient leurs parents exécutés. Les parents assistent à la mort de leurs enfants de faim ou de maladie. La peur constante, l'exposition quotidienne à la mort et à la brutalité, l'incertitude totale quant à la survie, s'unissent pour créer des dommages psychologiques profonds. Les cauchemars, les flashbacks, la culpabilité du survivant, la dépression et l'anxiété deviennent des compagnons permanents pour ceux qui ont vécu la destruction de Varsovie. Les familles anéanties par la destruction de Varsovie se comptent par centaines de milliers. Peut-être 90% des familles de Varsovie perdent au moins un membre de la famille immédiate pendant les années de guerre. Beaucoup perdent tout le monde. Les enfants orphelins se chiffrent par dizaines de milliers, errant dans les ruines ou entassés dans des orphelinats surpeuplés établis par des organisations de secours. Ces enfants ont perdu des parents, des frères et sœurs, de la famille élargie, des maisons, des biens, une éducation et tout sens d'une enfance normale. Beaucoup sont si jeunes qu'ils n'auront aucun souvenir de la vie avant la guerre, connaissant uniquement la destruction, la mort et la privation. Les veuves constituent un autre groupe massif de survivants faisant face à des circonstances désespérées. Avec la plupart des hommes jeunes et d'âge moyen tués pendant l'insurrection ou les années d'occupation, des milliers de femmes se retrouvent seules, responsables de tous les enfants survivants, sans domicile, sans ressources, sans système de soutien. Les structures familiales traditionnelles qui offraient des filets de sécurité sociale dans la Pologne d'avant-guerre ont été anéanties. Beaucoup ne se remarieront jamais simplement parce que la catastrophe démographique a éliminé la plupart des partenaires potentiels. Les survivants âgés font face à des perspectives particulièrement sombres. Ceux qui ont réussi à survivre à l'occupation, au soulèvement et à l'évacuation font maintenant face à un paysage dévasté, sans infrastructures, sans services sociaux, sans soutien familial dans de nombreux cas. Les exigences physiques de la survie dans les ruines dépassent ce que de nombreuses personnes âgées peuvent gérer.
Les taux de mortalité parmi les survivants âgés restent extrêmement élevés dans les mois suivant la libération, alors que le froid hivernal, la faim et le manque de soins médicaux emportent ceux qui ont survécu à la persécution allemande. Les blessés et les personnes blessées se chiffrent par dizaines de milliers parmi les survivants militaires et civils. Beaucoup souffrent de blessures mal soignées, subies pendant l'insurrection, d'infections qui ont empiré pendant des mois sans soins médicaux appropriés, d'amputations effectuées dans des conditions de champ de bataille. La malnutrition chronique a affaibli les systèmes immunitaires et retardé la guérison. Les survivants émergent des camps et des planques avec la tuberculose, le typhus, la dysenterie et d'autres maladies qui nécessitent un traitement prolongé dans des établissements qui n'existent plus. L'infrastructure médicale de Varsovie a été complètement détruite. La crise des personnes déplacées s'étend bien au-delà de Varsovie elle-même. Les centaines de milliers de résidents de Varsovie, dispersés dans des camps allemands, des bataillons de travail et des territoires occupés, passeront des mois ou des années à tenter de rentrer chez eux, s'ils survivent assez longtemps pour faire cette tentative. Les gouvernements militaires alliés et les organisations de secours font face au défi énorme d'identifier, de rassembler, de nourrir, d'héberger et finalement de rapatrier des millions de personnes déplacées à travers l'Europe dont les survivants de Varsovie ne constituent qu'une fraction. La recherche de personnes disparues devient une tâche dévorante pour les survivants. Les familles déchirées lors des évacuations, des déportations et des massacres passent des années à essayer de déterminer le sort de leurs proches. Ont-ils survécu? Ont-ils été envoyés dans un camp? Quel camp? Ont-ils péri pendant le soulèvement? Où sont-ils enterrés? L'incertitude s'avère presque aussi douloureuse que les décès confirmés. Les organisations internationales comme la Croix-Rouge établissent des services de recherche, mais l'ampleur des personnes disparues dépasse largement leurs capacités. Beaucoup de familles n'apprennent jamais ce qui est arrivé aux membres disparus. La destruction physique des maisons et des biens représente une perte matérielle presque incompréhensible en termes d'échelle. Chaque bien de chaque famille ayant vécu dans des districts détruits a disparu. Meubles, vêtements, photographies, livres, objets précieux transmis de génération en génération, certificats de mariage, actes de naissance, actes de propriété. La culture matérielle accumulée de la vie familiale, construite au fil des vies, a été incinérée ou ensevelie sous les décombres. Les survivants qui retournent à Varsovie ne peuvent même pas localiser où leur maison se trouvait autrefois au milieu de la dévastation uniforme. Les pertes culturelles et intellectuelles affectent toute la nation. Des milliers d'enseignants, de professeurs, d'artistes, de musiciens, d'écrivains et d'intellectuels ont été tués durant l'occupation, assassinés dans des actions ciblées contre les classes éduquées de Pologne ou sont morts lors de l'insurrection. Des bibliothèques contenant des manuscrits irremplaçables ont brûlé. Des musées abritant des siècles d'art accumulés ont été pillés et détruits. Des archives documentant l'histoire polonaise ont été délibérément incinérées. La reconstruction de cet héritage culturel à partir des restes survivants nécessitera des décennies de travail minutieux. La dévastation économique s'étend au-delà des pertes individuelles de biens pour englober la destruction complète de la base commerciale et industrielle de Varsovie. Chaque usine, atelier, magasin, entrepôt et entreprise a été détruit. Les machines ont été pillées et expédiées en Allemagne ou complètement saccagées. Les ouvriers qualifiés qui faisaient fonctionner ces entreprises sont morts, emprisonnés ou dispersés. En partant de ce point zéro absolu, reconstruire même une activité économique de base semble presque impossible. Les tombes et les sites de sépulture éparpillés à travers Varsovie et l'Europe marquent les lieux de repos final de centaines de milliers de victimes. Des fosses communes creusées pendant l'insurrection contiennent des milliers de corps, souvent non identifiés. Des tombes individuelles, marquées par de grossiers croix en bois, jalonnent les décombres. Des milliers d'autres corps demeurent ensevelis dans des bâtiments effondrés, au-delà de toute récupération. Dans les camps, à travers l'Allemagne et la Pologne occupées, des fosses communes et des cendres de crématorium contiennent les restes des déportés de Varsovie. De nombreuses familles ne retrouveront jamais les tombes de leurs proches ou ne pourront récupérer les restes pour une sépulture appropriée. La libération soviétique, tout en mettant fin à la persécution allemande,
entraîne de nouvelles difficultés et incertitudes. Les arrestations par le NKVD des membres de l'armée de l'intérieur créent de nouveaux traumatismes pour les survivants qui s'attendaient à la liberté, mais qui sont plutôt confrontés à l'emprisonnement soviétique. L'imposition de l'autorité communiste sur la Pologne signifie que ceux qui ont combattu pour une Pologne indépendante, fidèle au gouvernement londonien, regardent maintenant leur pays tomber sous la domination soviétique. De nombreux survivants font face à des choix impossibles entre accepter le régime communiste ou continuer la résistance qui conduira presque certainement à l'arrestation, à l'emprisonnement ou à l'exécution. Les enfants nés dans les ruines et les camps pendant cette période entrent dans un monde de difficultés presque inimaginables. Les bébés nés de femmes dans des camps de travail ou cachés dans les caves de Varsovie sont confrontés à la famine, aux maladies et au froid sans nutrition adéquate, soins médicaux ou abris. Les taux de mortalité infantile atteignent des niveaux catastrophiques. Ceux qui survivent à leurs premiers mois portent des impacts physiques et développementaux permanents dus à la malnutrition précoce et à la privation. Les organisations internationales de secours qui commencent à arriver à Varsovie au début de 1945 se retrouvent submergées par l'ampleur des besoins. La Croix-Rouge polonaise, l'UNRWA et diverses organisations caritatives tentent de fournir de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux et un abri, mais leurs ressources s'avèrent terriblement insuffisantes. L'aide qui arrive sauve des vies, mais ne peut commencer à relever les défis fondamentaux de la reconstruction d'une existence à partir de rien. Au printemps 1945, alors que la guerre en Europe approche de sa fin, les survivants de Varsovie commencent le long et pénible processus de reconstruction de leur vie. Certains retournent dans les ruines à la recherche de tout ce qui peut être récupéré de leurs anciennes maisons. D'autres restent dans des camps de personnes déplacées, incapables ou réticents à retourner dans une ville qui n'existe plus comme ils s'en souviennent. Beaucoup émigrent vers d'autres pays, cherchant de nouvelles vies ailleurs, plutôt que de se confronter au défi écrasant de reconstruire au milieu d'une totale dévastation. Ceux qui restent font face à des années, peut-être des décennies, de lutte pour créer quelque chose de vivable à partir des débris et des ruines. Un survivant témoigne plus tard « Nous avons tout perdu. Ma famille, ma maison, ma ville, mon pays tel que je le savais. Tout nous a été enlevé. Les Allemands ont tué Varsovie et ils ont tué une partie de chaque personne qui a survécu. Nous avons vécu, mais nous n'étions plus les mêmes personnes qui avaient vécu là avant la guerre. » Un travailleur humanitaire arrivant à Varsovie écrit « J'ai vu la destruction dans de nombreuses villes, mais rien ne m'avait préparé à Varsovie. Les bâtiments ont disparu, mais le pire est le regard dans les yeux des survivants. Ils ont vu et enduré des choses qui ont brisé quelque chose de fondamental en eux. Comment reconstruire non seulement une ville, mais aussi les âmes de ses habitants? La destruction de Varsovie reste l'un des actes d'annihilation urbaine les plus complets et délibérés de la Seconde Guerre mondiale. La démolition systématique de la capitale polonaise, suite à l'insurrection ratée, représente un génocide culturel calculé, une tentative d'effacer non seulement les structures physiques d'une ville, mais aussi l'idée même de l'identité nationale polonaise et de la souveraineté. L'ordre d'Hitler que Varsovie devait cesser d'exister reflétait l'objectif ultime de l'idéologie nazie, l'élimination de la Pologne en tant que nation et des Polonais en tant que peuple. La signification stratégique du destin de Varsovie s'étendait bien au-delà de la situation militaire immédiate. L'échec de l'insurrection et la destruction subséquente de la ville ont éliminé l'armée de l'intérieur polonaise en tant que force organisée loyale au gouvernement en exil basé à Londres. Ce résultat servait parfaitement les objectifs politiques soviétiques, supprimant toute opposition potentielle à la domination communiste de la Pologne d'après-guerre. Que Staline ait délibérément permis la destruction de Varsovie en arrêtant les forces soviétiques à la Vistule reste débattu, mais les conséquences politiques se sont révélées indéniables. La destruction a dégagé la voie à la domination soviétique de la Pologne pour les 45 prochaines années. Le coût humain résonne à travers les générations. Environ 700 000 décès sont directement attribuables à l'occupation, aux révoltes, aux massacres, aux déportations et à la famine systématique représentant à peu près la moitié de la population de Varsovie avant la guerre. La catastrophe démographique a vidé la société polonaise, éliminant les élites instruites,
les leaders culturels et des lignées familiales entières. Le traumatisme psychologique a touché non seulement les survivants directs, mais aussi leurs enfants et petits-enfants, créant des schémas héréditaires de chagrin et de mémoire culturelle qui persistent aujourd'hui. Les pertes culturelles s'avèrent tout aussi profondes qu'irréversibles. La destruction délibérée de bibliothèques, de musées, d'archives et de monuments a éliminé des siècles d'héritage culturel polonais accumulé. La vieille ville, qui a mis 700 ans à être construite, a été réduite en ruines en 7 mois. Bien que la reconstruction d'après-guerre reconstruise physiquement de nombreuses structures, le tissu historique authentique a été perdu à jamais. Ce qui se tient aujourd'hui à Varsovie, comme la vieille ville reconstruite, est un mémorial, une reconstitution soignée de ce qui existait, et non les bâtiments réels eux-mêmes. La destruction de Varsovie a influencé le développement du droit international humanitaire et des conventions de protection culturelle. La démolition systématique, largement documentée à travers des archives allemandes capturées et des témoignages de survivants, a fourni des preuves claires pour les poursuites pour crimes de guerre à Nuremberg. Les conventions internationales d'après-guerre sur la protection des biens culturels pendant les conflits armés se sont directement appuyées sur les leçons tirées de la destruction de Varsovie, établissant des cadres juridiques destinés à prévenir des atrocités similaires dans les futurs conflits. La décision de reconstruire Varsovie avait une signification symbolique profonde. L'engagement du gouvernement communiste à reconstruire la ville, en particulier la recréation méticuleuse de la vieille ville à partir de photographies et de plans architecturaux survivants, représentait une affirmation de la continuité nationale polonaise malgré la perte catastrophique. La reconstruction déclarait que la Pologne survivrait, que la culture polonaise perdurerait, que Varsovie renaîtrait de ses cendres. La vieille ville reconstruite a reçu la désignation de site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980, reconnaissant à la fois l'importance historique de la destruction et l'accomplissement de la reconstruction. La mémoire de la destruction de Varsovie reste profondément ancrée dans la conscience nationale polonaise. Les commémorations annuelles du 1er août marquent l'anniversaire de l'insurrection avec des sirènes, des cérémonies et des observances publiques à travers la Pologne. Les musées, les monuments et les ruines préservées maintiennent la mémoire physique de ce qui s'est passé. Varsovie elle-même sert de mémorial vivant, ces bâtiments reconstruits étant un témoignage à la fois de la barbarie nazie et de la résilience polonaise. La démolition nazie de Varsovie reste peut-être la tentative la plus systématique d'effacer une grande ville européenne de l'existence. La destruction de Varsovie a atteint des niveaux de complétude que seules les dévastations atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont approchés. La différence résidait dans la méthodologie. Tandis que les armes nucléaires ont anéanti ces villes japonaises en quelques instants, la destruction de Varsovie s'est produite bâtiment par bâtiment au cours des mois, une campagne délibérée et organisée bureaucratiquement d'annihilation. Ce caractère méthodique rend le destin de Varsovie particulièrement glaçant, révélant la capacité du régime nazi à infliger une destruction soutenue et intentionnelle, même alors que la défaite militaire devenait inévitable. Les leçons de Varsovie s'étendent au-delà de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux conflits contemporains, où la guerre urbaine et la destruction systématique continuent de dévaster les villes et les populations. Grozny, Alep, Mariupol et d'autres villes ont connu une destruction rappelant le destin de Varsovie, démontrant que les cadres juridiques internationaux demeurent insuffisants pour prévenir de telles atrocités. L'histoire de Varsovie sert à la fois d'avertissement et de précédent, montrant à quelle vitesse les centres urbains peuvent être réduits en décombres lorsque la force militaire se combine à la haine idéologique et que la communauté internationale prouve son incapacité ou son unwillingness à intervenir efficacement. La Varsovie reconstruite se dresse aujourd'hui comme une ville de près de 2 millions d'habitants, une capitale européenne moderne avec un noyau historique reconstruit entouré de développements contemporains. Pourtant, sous les rues se cachent des couches de décombres de la ville détruite, compressée et enfouie pour créer des fondations pour de nouvelles constructions. La ville vit et prospère, mais elle repose sur les os de son prédécesseur assassiné. La résurrection de Varsovie après une destruction totale offre l'espoir que même la destruction la plus complète ne peut pas éteindre définitivement la communauté humaine et la culture. Les survivants qui sont retournés dans les décombres
et ont commencé à reconstruire, ont fait preuve d'une résilience et d'une détermination remarquables. La Varsovie reconstruite honore les morts, sert les vivants et se dresse comme un témoignage que les villes, tout comme les peuples, peuvent survivre même aux tentatives d'anéantissement complet. Comme le réfléchit plus tard un historien, la destruction de Varsovie était totale, mais sa mort n'était pas permanente. Les nazis pouvaient démolir tous les bâtiments, assassiner des centaines de milliers de personnes et disperser les survivants, mais ils ne pouvaient pas tuer l'idée de Varsovie. Cette idée vivait dans la mémoire, dans la détermination, dans le refus d'accepter l'effacement. Varsovie est renaissante parce que son peuple a refusé de la laisser mourir. Dans cette résurrection réside peut-être la véritable victoire de l'insurrection, retardée de décennies, mais finalement atteinte. Varsovie existe, et en existant, elle défie ceux qui ont décrété qu'elle ne devrait pas. Les ruines ont cédé la place à la reconstruction. Les morts sont honorés et pleurés. La ville revit. Mais le souvenir de ce qui s'est passé ici entre 1939 et 1945 ne doit jamais s'estomper, car dans ce souvenir réside l'avertissement éternel de Varsovie à l'humanité concernant les coûts de la haine, la fragilité de la civilisation et la nécessité de résister au génocide sous toutes ses formes.